s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi est-ce que le prix du café augmente tout le temps? Et quand on entend parler de croissance aux infos, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, toutes ces questions, c'est le cœur même de la macroéconomie. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le grand tableau de bord de l'économie d'un pays pour comprendre comment tout ça fonctionne. Ah, l'inflation, ce fameux mot qui signifie simplement que notre argent perd de sa valeur. C'est vraiment l'une des questions centrales que la macroéconomie essaie de résoudre. Comment un pays tout entier peut-il maîtriser cette hausse des prix? Comprendre les outils qu'on a pour ça, c'est essentiel parce qu'au final, ça nous touche tous les jours. Alors, pour pouvoir s'attaquer à ces grandes questions, il faut d'abord poser les bases. Commençons par le tout début. Qu'est-ce que c'est la macroéconomie? Et surtout, qu'est-ce qui la différencie de sa petite sœur, la microéconomie, qui, elle, s'intéresse à des choses beaucoup plus ciblées? Le mot à retenir ici, vraiment, c'est global. En macroéconomie, on ne s'intéresse pas au prix du pain dans une boulangerie, mais plutôt au niveau général des prix dans tout le pays. C'est un peu comme si on regardait la Terre depuis l'espace pour comprendre les grands courants météo au lieu d'observer le temps qu'il fait par sa fenêtre. On prend de la hauteur. Voilà, ce tableau résume parfaitement l'idée. À gauche, la micro. On zoome sur un arbre, on analyse une de ses feuilles, on étudie les choix d'une famille ou la stratégie d'une seule entreprise. Et à droite, la macro. On dézoome complètement pour voir toute la forêt. On s'intéresse à sa santé générale, à sa croissance et aux menaces qui pèsent sur elle comme le chômage ou l'inflation. Et justement, pour évaluer la santé de cette forêt économique, les experts ont un tableau de bord avec 3 grands voyants lumineux. D'abord, le PIB, qui mesure toute la richesse créée. Ensuite, le taux d'inflation, qui nous dit à quelle vitesse les prix grimpent. Et enfin, le taux de chômage, qui mesure la part des gens qui cherchent un travail mais n'en trouvent pas. C'est vraiment le bulletin de santé de l'économie. Ok, on a nos indicateurs. Mais qui fait bouger ces chiffres? Derrière le PIB, l'inflation, le chômage, il y a des millions de décisions prises chaque jour par tout un tas de gens. Alors voyons un peu qui sont les acteurs principaux de ce grand jeu économique. Le premier acteur, c'est chacun d'entre nous, les ménages. On a un double rôle. D'un côté, on consomme. Chaque euro qu'on dépense, c'est une petite goutte d'essence dans le moteur de l'économie. Et de l'autre côté, c'est nous qui fournissons le travail, la main-d'œuvre qui fait tourner ce moteur. Ensuite, bien sûr, il y a les entreprises. Leur mission, c'est de prendre le travail des gens et le capital, c'est-à-dire les machines, les usines, la technologie, pour fabriquer les produits et les services qu'on achète. Ce sont elles qui créent la valeur dans l'économie. Le troisième grand joueur, c'est l'État, ou les administrations publiques. L'État a un rôle un peu à part. D'un côté, il fournit des services que les entreprises ne fournissent pas, comme l'éducation ou la défense. Et de l'autre, il joue un rôle de régulateur en prélevant des impôts pour ensuite redistribuer la richesse, via les aides sociales par exemple, pour que la société reste soudée. Et enfin, pour que tout cet argent circule bien, il faut un système sanguin. Ce sont les banques, les institutions financières. On peut vraiment les voir comme le cœur de l'économie. Elles prennent l'argent que les ménages mettent de côté, l'épargne, et le pompent vers les entreprises qui en ont besoin pour investir, pour grandir. Bon, on a nos acteurs. Mais la question c'est où est-ce qu'ils se rencontrent? Toutes ces millions d'interactions, elles ont lieu dans des endroits bien précis, qu'on appelle les marchés. Voyons les 4 principaux. Imaginez ça comme 4 grandes places de marché. Il y a le marché des biens et services, c'est votre supermarché ou le site où on achète en ligne. Il y a le marché du travail, c'est là où on échange ses compétences contre un salaire. Le marché financier, là où l'épargne des uns finance les projets des autres. Et enfin, le marché d'échange, indispensable pour le commerce international, où on échange des euros contre des dollars, par exemple. Maintenant qu'on a les acteurs et les lieux, la grande question c'est comment on mesure toute cette activité. C'est là qu'intervient l'indicateur le plus connu de toute l'économie, le produit intérieur brut, le fameux PIB. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le mot « intérieur ». Le PIB mesure absolument tout ce qui est produit à l'intérieur des frontières d'un pays, peu importe si l'entreprise est française, allemande ou américaine. C'est le grand thermomètre de l'activité économique d'une nation sur une année. Pour donner un ordre de grandeur, pour une économie comme celle de la France, ça représente des milliers de milliards d'euros. C'est un chiffre astronomique qui additionne la valeur de chaque baguette de pain, de chaque voiture, de chaque service informatique vendu dans le pays en un an. C'est juste colossal. Mais en réalité, le chiffre brut en lui-même, ce n'est pas ça qui intéresse le plus les économistes. Ce qui compte vraiment, c'est son évolution. Le taux de croissance du PIB, c'est ce qui nous dit si l'économie est en expansion, si elle stagne ou si elle recule. C'est ce fameux point de croissance qui fait les gros titres et qui impacte directement l'emploi. Allez, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, les acteurs, les marchés, la mesure, on va tout assembler. On va visualiser comment tout ça s'emboîte grâce à une sorte de carte simplifiée de l'économie, ce qu'on appelle le circuit économique.
Au cœur de tout, il y a cette boucle, ce cycle. C'est simple, les ménages donnent leur force de travail aux entreprises. En échange, les entreprises leur versent des salaires. Et avec cet argent, les ménages achètent les produits fabriqués par ces mêmes entreprises. Vous voyez, l'argent tourne en boucle. C'est un cycle qui, idéalement, ne s'arrête jamais. Mais évidemment, dans la vraie vie, on ne dépense pas tout notre revenu. La partie qu'on met de côté, c'est l'épargne. Et cet argent, il ne dort pas sous un matelas. Grâce aux banques, il est prêté aux entreprises qui veulent investir, par exemple pour acheter de nouvelles machines. Pour que l'économie soit à l'équilibre, il faut que l'argent mis de côté par les uns serve à financer les investissements des autres. C'est une règle d'or. Et maintenant, on ajoute l'État dans notre circuit. D'un côté, il prélève des impôts, ça retire de l'argent de la boucle, c'est ce qu'on appelle une fuite. Mais de l'autre, il réinjecte cet argent dans l'économie en payant ses fonctionnaires ou en construisant des routes, ça c'est une injection. Et pour que tout reste stable, il faut que tout l'argent qui sort du circuit, l'épargne et les impôts, soit égal à tout l'argent qui y rentre, l'investissement et les dépenses de l'État. C'est le grand principe de l'équilibre. Au fond, cette phrase résume tout l'enjeu. Tout le but de la macroéconomie, c'est de comprendre comment maintenir cet équilibre, qui est souvent fragile. Le circuit qu'on vient de voir, ce n'est qu'une carte, une représentation de cette recherche constante d'harmonie entre ce que le pays produit et ce que tout le monde veut acheter. Et on voit bien que comprendre ce grand circuit, ce n'est pas juste un exercice théorique, c'est la première étape indispensable pour pouvoir agir, pour pouvoir répondre à des questions de société fondamentales comme celle-ci. Parce qu'une fois qu'on a compris comment les flux d'argent fonctionnent, on peut commencer à réfléchir à comment les orienter pour construire une société qui ne soit pas seulement plus riche, mais aussi plus juste. Et c'est là tout l'enjeu de la politique économique. Merci d'avoir suivi cette analyse.